Dulcinée, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bonjour à ma famille, mon arc-en-ciel. Aujourd'hui, nous allons entamer le dernier chapitre consacré au programme qui avait été proposé par Automoto sur la marque Audi. Nous avions retenu essentiellement deux thèmes, les 4 roues motrices et la carrosserie tout aluminium. Là, aujourd'hui, nous allons essayer de rétablir la vérité, la seule et unique vérité. Alors, je dis bien essayer, parce que c'est toujours très très délicat de pouvoir prétendre avoir la vérité quand on parle d'histoire. Beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours en corrélation les unes avec les autres, et qui ne sont pas toujours vraies, qui plus est. Donc, nous allons voir ce que nous allons pouvoir vous donner comme information la plus plausible possible en tout cas. Sahara sera présentée en mars 1957 à Ermenonville, mais elle ne sera commercialisée qu'à partir de 1961 jusqu'en 1967 à 694 exemplaires, comme j'avais déjà dit. La petite différence avec les 4x4 traditionnels qui ont un moteur à l'avant qui entraîne les roues avant et un arbre de transmission qui va pour entraîner les roues arrière, ici on a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Les deux moteurs ayant une clé chacun, il y a deux leviers de vitesse, un pour commander les deux boîtes de vitesse des deux moteurs, ce sont deux moteurs complets, moteur-boîte. Un petit levier est là pour débrayer le moteur arrière. On ne peut rouler soit sur le moteur avant uniquement, soit sur les deux moteurs ensemble. Ça devait être un peu anarchique malgré tout, et la boîte de vitesse était assez compliquée à manipuler parce qu'elle était assez ferme, puisque vous entraîniez avec ce levier, un seul levier, deux boîtes de vitesse. Donc il fallait y aller peut-être avec les deux mains, ça devait être un petit peu anarchique. Elle pouvait grimper aux arbres, c'est certain. Par contre, sur route, n'espérez pas dépasser le 50 km/h. Ce qui veut dire que l'autoroute était proscrite pour la 2 chevaux. Par contre, il nous semblait à la rédaction de devoir en parler parce que 694 exemplaires, c'est toujours plus qu'une Bugatti Veyron qui a été produite à 450 exemplaires ou une BMW M1 qui a été produite au même nombre d'exemplaires et qui sont considérées comme des voitures de série. Donc voilà, ce n'était pas une série limitée au départ, même si elle était limitée parce qu'elle coûtait le double d'une 2 chevaux normale. Et puis, la finition intérieure, c'était pas le top. Et puis, se trimballer à 50 km/h sur une route départementale ou nationale avec ça, ça devait pas être très rigolo. Qui plus est, on perdait toute la capacité du coffre, puisqu'il y avait mis un moteur dedans, qui n'était déjà pas hyper volumineux. Ça devenait un peu compliqué de partir en vacances avec un engin pareil. Voilà. Donc elle n'avait qu'une utilité d'aller grimper aux arbres. Nous allons arrêter de vous bassiner avec la 2 chevaux Sahara, puisque a priori ça ne nous dérangeait pas tant que cela qu'elle soit oubliée dans le reportage consacré à la marque Audi dans l'émission Automoto, épisode 26, saison 48, épisode 26, saison 48, c'est ce que j'ai dit, je ne sais même plus. Ouais. Enfin bref, peu importe, disons que nous n'allons pas nous étendre dessus. Ce que je voulais juste, c'était vous parler un petit peu de la 2 chevaux Sahara, qui était peu connue en fait, hein, qui est, comme on l'a dit, un peu un cas isolé. Toujours est-il que pour ce qui est de la voiture aluminium, la première à avoir une carrosserie 100% aluminium, avec un châssis monocoque de pare-brise, c'est-à-dire qu'il y a bien le châssis et ça remonte jusqu'au pare-brise, un aluminium, c'est bien la Milcar Compound. Elle aurait dû sortir avec un moteur d'à peine plus de 800 cm3. Elle va sortir avec un moteur
extrapolé de la voiture anglaise Hillman Minx. Moteur de 1185 cm3, développant 33 chevaux, permettant presque de tutoyer le 110 km/h. Il est comme le précédent, avec des soupapes latérales. En fin de carrière, la Compound aura l'avantage d'avoir un moteur plus puissant, le 1340 cm3, avec enfin des soupapes en tête et des culbuteurs. Malheureusement, il n'en sera fabriqué qu'une petite poignée, qui lui développera 45 chevaux et pourra permettre de dépasser enfin les 110 km/h et même de pouvoir espérer atteindre les 130 dans les bonnes conditions. C'était un petit peu pour cela que je voulais vous parler de l'Amilcar Compound, parce que c'était quoi Amilcar au départ? Eh bien, Amilcar, c'était ça. Et oui, des cyclocars. Tout simplement, des petites voitures, moins de 350 kg, 2 places maximum, et un moteur de moins de 1100 cm3. Et puis, chemin faisant, Amilcar, à partir de qui est apparu en 1921, septembre de 1921, passera à des voitures un petit peu plus cossues à partir de 1925, puisque la réglementation des cyclocars disparaîtra à cette date-là. Ils feront en fait des voitures. Une fois rachetés en 1937 par Hotchkiss, ils vont passer à l'Amilcar Compound. Pourquoi? Parce que Hotchkiss veut faire d'Amilcar son entrée de gamme. Et il confiera à Jean-Albert Grégoire, ingénieur de formation, l'étude de cet Amilcar, avec donc tout en aluminium. Mais le seul problème commercial qu'elle aura, c'est qu'elle arrive à une période juste après le Front populaire de 1936, mais aussi et surtout avant 1939. Vous savez, il y a un petit brun avec une mèche. Non, pas celui-là. Oui, celui qui a une petite moustache. Voilà. Qui mettra un peu le bazar à partir de 1939, ce qui fera que l'Amilcar n'aura pas le succès escompté. Deuxième raison de ce manque de succès, son prix. 50% plus cher qu'une traction, tout de même. Ça fait un peu beaucoup. Après la guerre, bien évidemment, il y a le plan Ponce. On vous en a expliqué succinctement le principe, qui exclura certaines marques. Amilcar ne réapparaîtra pas, mais surtout, on va se retrouver avec donc Panhard qui va créer sa petite Dyna-X. Et de quelle façon? En association avec AFG, les ateliers, les aluminiums français, Grégoire, qui eux préparent une petite voiture tout en aluminium. Bien entendu, le projet AFG est beaucoup plus avancé que celui de Panhard. Il a le même principe que l'Amilcar Compound, c'est-à-dire ce fameux châssis monocoque de pare-brise, alors que Panhard n'y adhérera pas vraiment. Des problèmes de fabrication, l'aluminium coulé en Alpax. L'Alpax donc n'est pas tout à fait ce que l'on attend. Ce n'est pas parfait, c'est loin d'être parfait même. Il y a des bulles, il y a des soufflures qui se mettent à l'intérieur, donc de l'air et tout ça. La rigidité risque de ne pas être présente. Et Panhard ne fait que moyennement confiance au principe. Donc ils feront la Dyna-X, tout en aluminium, sauf le châssis. Le châssis qui, lui, prendra tous les éléments de suspension et les trains roulants et supportera le moteur. Et bien entendu, la carrosserie qui ira dessus. Alors, pourquoi en avoir parlé? Tout simplement parce que cette voiture va permettre aussi à Panhard de s'habituer un peu à l'aluminium. Et en 1953, c'est-à-dire il y a 70 ans, ils vont sortir une voiture révolutionnaire. Elle va s'appeler Dyna,
mais elle passera du X au Z. Et la Dynazed va devenir la voiture la plus produite en aluminium à cette époque-là, et même de toutes les époques, puisqu'elle va être produite à 139 000 exemplaires, tout modèle confondu. En sachant quand même une chose, c'est qu'elle ne sera pas en aluminium toute la durée de sa vie. Malheureusement, Panhard est monté en gamme. Sa Dynazed ne sera plus face à la Renault 4 chevaux, mais à la Peugeot 403. Et là, il faut rester dans des prix raisonnables. La Peugeot 403 est une 7 chevaux, la Panhard a une 5 chevaux, 851 cm3 avec un petit bicylindre. Il ne fallait pas que la Panhard devienne plus chère que la 403, qui était à peu près du même gabarit. Donc, pour cela, Panhard va la fabriquer effectivement en aluminium au tout début de 1953, donc fin 1953, jusqu'en mars 1956, où là, la caisse va passer en acier. On gardera tous les ouvrons en aluminium pour garder encore un peu de marge de poids. La voiture perdra un tout petit peu en comportement puisqu'elle s'est alourdie. Il faudra remodifier les suspensions et retravailler un petit peu sur cette partie-là de tenue de route et de confort. Ça sera très rapidement rectifié, mais malheureusement, à partir de 1957, toutes les Dynazed se retrouveront en 100% acier. Pourquoi? Parce que l'aluminium a énormément augmenté, la tôle d'aluminium est devenue exorbitante au niveau du prix, et bien entendu, pour rester concurrentiel face à la 403, on n'avait d'autre choix que de passer au tout acier. Le moteur prendra quelques chevaux supplémentaires pour compenser cette variation de poids, ce qui est bien dommage malgré tout. Mais on est bien sur la voiture toute aluminium, qui plus est, la berline la plus aérodynamique du monde quand elle est sortie. Et même quand la DS sortira, elle sera moins aérodynamique que la Dynazed. Dynazed qui, avec son petit 851 cm3, se permettra de dépasser le 130 km/h tranquillement. Bien sûr, si vous la chargez un peu, vous allez rester modeste. Avec un petit moteur, on ne peut pas faire non plus tout et n'importe quoi. Tout ça pour vous dire que de toute façon, les oublis d'Automoto, eh ben, oubliez de les regarder. Ne regardez plus jamais Automoto, puisqu'ils disaient, ah non, j'ai peut-être dit une bêtise. Regardez Automoto, parce que je pense que sur le PAF, il y a quand même des émissions automobiles qui sont très intéressantes, dont Automoto. Ce petit oubli était peut-être tout simplement volontaire, puisqu'on a surtout parlé des marques qui existent encore. Pourquoi parler de marques qui n'existent plus, qui ne fabriquent plus? Nous, on en reparle parce qu'elles ont apporté quelque chose à l'automobile, par notamment qui a plus d'un tour dans son sac. On en reparlera. De toute façon, joyeux anniversaire à la Dynazed, puisque au mois de septembre, elle fêtera ses 70 ans. Juste une petite aparté avant de finir. Bien entendu, je vous avais dit que je vous parlerai de l'Hotchkiss Grégoire, qui a été produite à 247 exemplaires. Cette voiture haut de gamme, qui a été produite par Hotchkiss, bien évidemment, dans les années 50, était une voiture, encore et une fois, conçue justement par Jean-Albert Grégoire. Je pense que c'est quelqu'un dont on reparlera, parce qu'il a apporté beaucoup de choses, comme d'autres, bien évidemment, il n'y a pas que lui comme ingénieur, à l'automobile. Nous parlerons de tous ces gens-là que l'on oublie un peu trop facilement et qu'il est nécessaire de réhabiliter. Sur de telles révélations, aussi fracassantes qu'explosives, au revoir et à bientôt.